C'est une séquence qu'on commence à voir un peu partout, à savoir d'un côté Vladimir Poutine qui dit qu'il est prêt à négocier, mais pas avec Zelensky parce qu'il est illégitime, et des personnes comme Tucker Carlson qui dit que Zelensky est un dictateur parce qu'il n'y a pas d'élection en Ukraine depuis 2019 à cause de la loi martiale. Et maintenant, Donald Trump et son envoyé spécial en Ukraine, Kellogg, qui demande à l'Ukraine d'avoir des élections le plus tôt possible. Alors, c'est une vraie question intéressante qui se pose sur le futur de la démocratie en Ukraine, sur les élections en Ukraine, parce que l'Ukraine se présente comme étant un pays démocratique, et d'ailleurs, spoiler alert, il l'est, mais les questions autour d'élections en temps de guerre se posent, et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut avoir des élections en Ukraine? Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis 2022, et sur cette chaîne, je parle de politique, de géopolitique, aussi bien au Moyen-Orient, en Afrique parfois, aussi aux États-Unis, mais principalement quand même en Ukraine où je travaille, et on va dire la majorité de mon travail se passe quand même en Ukraine. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et laisser des commentaires. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des élections en Ukraine? Alors, c'est une vraie question. Mais avant de commencer, il faut préciser que l'Ukraine est un système semi-présidentiel avec un président qui est élu par le peuple avec un suffrage universel. Et au même moment, il y a le Parlement, la Rada, qui est aussi élu par le peuple. Et du coup, les deux fonctionnent en contre-pouvoir avec la Rada qui peut, par exemple, démettre le président, aussi ne pas accepter certaines nominations, refuser certaines lois, etc., etc. Et de l'autre, le président, qui lui est le chef des armées, peut aussi utiliser son arme juridique des décrets pour imposer parfois en bypassant le Parlement certaines lois, mais c'est un peu comme en France avec le 49.3, le Parlement peut aussi faire des mentions de censure, etc., etc. Donc, en temps de paix, le Parlement et le président fonctionnent en bonne intelligence et se contrôlent réciproquement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en temps de guerre, la constitution ukrainienne, avec l'article 61 et l'article 19, prévoit une limitation d'élections en temps de guerre, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément propre à l'Ukraine en tant que tel, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres constitutions, par exemple avec l'article 16 de la Constitution française, qui prévoit aussi un report d'élections en temps de grande crise, en temps de siège, etc., etc. Et du coup, ce sont des mesures d'urgence, des mesures qui ont lieu dans des états d'urgence, comme ça a été le cas avec l'Ukraine. Mais depuis maintenant mai 2024, théoriquement, le mandat de Zelensky a pris fin et aujourd'hui se pose la question des élections en Ukraine. Et je vais expliquer pourquoi en fait ça va être très compliqué en temps de guerre d'avoir des élections, et il y a plusieurs raisons derrière ça. La première raison, c'est tout simplement la question liée aux personnes qui sont actuellement sous territoire occupé par la Russie. Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, il y a eu une première phase assez éclair de la part de la Russie qui, en moins de 2 semaines, a réussi à contrôler des parties assez importantes du territoire ukrainien, notamment dans le sud de l'Ukraine avec les oblasts de Kherson et de Zaporizhzhia. Et du coup, de facto aujourd'hui, et d'ailleurs mon collègue Sébastien Gobert a fait une très bonne vidéo que je vous mets en bio sur ce sujet, il y a aujourd'hui, on estime plus ou moins 1 million de personnes qui restent aujourd'hui dans les territoires occupés par la Russie. Beaucoup ont immigré en Europe, beaucoup ont immigré en Europe puis sont partis en Ukraine, et certains aussi ont immigré en Russie, mais une partie non négligeable est restée. Et du coup, comment est-ce qu'on fait voter ces personnes qui sont des citoyens ukrainiens? Comment est-ce qu'on les fait voter à des élections? Et ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, avec sûrement dans le futur, en fait, tout simplement, si ces territoires ne sont pas repris, une acceptation de fait et une continuation de la vie politique sans prendre en compte ces électeurs, comme ça a déjà été le cas avec la conquête de la Crimée et d'une partie du Donbass par les forces russes en 2014, et où une partie importante d'électeurs ukrainiens pro-ukrainiens qui ont décidé de rester en Crimée ou dans les territoires occupés du Donbass ne peuvent plus aujourd'hui voter. La deuxième question aujourd'hui maintenant qui se pose aussi sur la complexité d'organiser les élections en Ukraine, c'est aussi tout simplement la question des réfugiés. On estime plus ou moins entre 6 à 10 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre. Alors il est difficile d'avoir des chiffres exacts parce que les seuls chiffres qu'on a, ce sont les chiffres des personnes qui ont quitté l'Ukraine. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Ukraine mais qui sont revenus. Il y a des gens qui partent tout simplement pour le travail et qui reviennent. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
l'Ukraine s'est vidée d'une partie non négligeable de sa population. Et la question qui va se poser, c'est quelles modalités on applique pour les réfugiés ukrainiens qui aujourd'hui sont actuellement, je ne sais pas, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, en France, etc. Comment est-ce qu'on les fait voter? Il y a des solutions qui peuvent être apportées à ça, à savoir un vote électronique, mais encore faut-il mettre en place ces systèmes de vote. Et aussi, il y a aussi la question des registres électoraux. Depuis le début de la guerre, il y a tellement de déplacés internes en Ukraine que les registres électoraux sont faussés. Par exemple, il n'y a plus vraiment de citoyens ukrainiens dans certaines zones où il y a des combats très intenses. Par exemple, à Pokrovsk, si aujourd'hui il y a des élections, je suis pas sûr que les registres électoraux de Pokrovsk soient vraiment à jour. Donc, pour organiser des élections, il faut que ces registres électoraux soient mis à jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à organiser avec d'un côté les réfugiés qui sont par exemple parfois tout simplement en stand-by, qui attendent de revenir en Ukraine et qui du coup ne sont pas encore enregistrés dans les différentes ambassades et consulats ukrainiens à l'étranger, et tout simplement les déplacés internes, par exemple des gens de Bakhmout, de Pokrovsk, d'autres régions où il y a des combats, qui sont en déplacés internes actuellement à Kiev ou à Kharkiv ou à Dnipro. Et du coup, c'est une vraie question qui se pose. Comment est-ce qu'on réorganise le concert électoral autour justement de ces nouvelles réalités? Et enfin, et je pense que c'est vraiment peut-être le nœud du problème, parce qu'à la limite, on peut trouver des solutions pour les deux problèmes, en tout cas pas sur le court terme, mais en tout cas sur le moyen long terme, on peut trouver des solutions. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que en temps de guerre, comment est-ce qu'on fait voter les 800 000, 1 million de soldats qui sont sous les drapeaux? Alors, il est important de préciser que dans ces 800 000, 1 million de soldats qui sont sous les drapeaux, il y a bien sûr des gens qui sont à l'arrière, il y a des gens qui s'entraînent, il y a des gens qui tiennent la frontière avec la Biélorussie, mais il y a une partie non négligeable de ces hommes, entre 300 à 400 000, qui sont engagés de manière continuelle et constante sur la ligne de front et qui peuvent tout simplement ne pas arrêter de se battre et ne peuvent pas tout simplement aller dans un bureau électoral pour aller voter. Donc ça, c'est une vraie question. Donc, pour pouvoir organiser des élections justes et équitables et libres, il faudra de toute manière, un moment ou à un autre, qu'il y ait une démobilisation. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu viable et tenable ou un accord de paix qui permettrait une véritable démobilisation et du coup la réorganisation de la vie politique en Ukraine. Donc voilà tous les problèmes auxquels font face les Ukrainiens pour organiser leur vie politique. Et bien sûr, les Russes sont en embuscade. Alors les Russes ne se préoccupent pas trop de la démocratie comme on peut le voir avec les élections russes qui sont tout simplement une farce démocratique, ou même tout simplement récemment avec les élections du dictateur Loukachenko du Bélarus qui a été élu sans véritable opposition. Euh, mais on va dire que la Russie n'est pas un mensonge près sur l'organisation de ces élections. Mais la Russie, comme je dis, est en embuscade et pour plusieurs raisons. Elle a intérêt à créer la discorde au sein de la société ukrainienne, qui est une société démocratique, avec une société civile très forte et des contre-pouvoirs qui peuvent s'opposer, notamment par exemple à Zelensky, mais aussi tout simplement essayer de amoindrir au maximum le soutien des Occidentaux à l'Ukraine en présentant l'Ukraine comme étant une dictature. Et d'ailleurs, on commence déjà petit à petit à voir ce narratif pro-russe commencer à se diffuser au travers de influenceurs, pseudo-journalistes d'extrême droite anti-Ukraine ou pro-Poutine, typiquement Tucker Carlson, qui récemment dans un interview a expliqué que Zelensky était un dictateur parce qu'il n'y avait pas d'élection, et surtout, et ça à ce niveau-là c'est vraiment un mensonge, qu'il aurait assassiné énormément d'opposants politiques. C'est intéressant venant d'un homme qui n'est pas vraiment en reste sur le soutien qu'il apporte à des dictateurs comme Vladimir Poutine ou Loukachenko. Mais passons, disons, comme dirait la Bible, l'iniquité ne connaît pas la honte. Et du coup, c'est une stratégie qui fonctionne plus ou moins dans une certaine mesure pour la Russie de Vladimir Poutine de décrédibiliser l'Ukraine. Mais le grand problème, c'est que même si l'Ukraine organisait demain des élections, pour toutes les raisons que je viens de citer, ce ne seront en aucun cas des élections libres, équitables et justes, parce que il y a les réfugiés à l'étranger qui auront du mal à voter, les personnes qui sous occupation russe qui ne pourront pas voter, et les soldats ukrainiens aussi qui ne pourront pas voter. Donc de toute manière, la Russie sera en embuscade en disant OK, il y a eu des élections, parfait, il n'y a pas de problème, bien joué, on est content qu'il y ait eu des élections en Ukraine, mais par contre, ce ne sont pas des élections qui sont justes, libres et équitables. Et du coup, de toute manière, la Russie trouvera une parade pour accuser l'Ukraine de manque de démocratie et d'absence de démocratie.
Donc dans tous les cas, c'est perdant-perdant un peu pour l'Ukraine, d'où le fait que l'Ukraine aujourd'hui n'a pas vraiment intérêt à organiser des élections. Et d'ailleurs, même si demain l'Ukraine organisait des élections, on a plus ou moins les sondages. Il y a un sondage en novembre qui est sorti qui créditait plus ou moins les potentiels vainqueurs, contenders de ces élections. En tête, on a sans surprise Valéry Zaloujny, l'ancien chef des forces armées ukrainiennes, qui s'est rendu célèbre par sa défense de Kiev, par la contre-offensive de 2022, qui n'est pas forcément reconnu par ses pairs comme étant un extraordinaire tacticien, mais qui est un homme qui gère très bien sa communication et qui a été nommé par Zelensky comme ambassadeur d'Ukraine en Angleterre, avec notamment l'opposition à Zelensky, qui accuse Zelensky, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui est pas complètement faux, d'avoir limogé Zaloujny parce qu'il prenait trop d'importance sur la scène politique ukrainienne, et on sait que Zelensky n'a pas forcément, d'ailleurs un peu comme toutes les personnes politiques, pas forcément envie qu'on lui fasse de l'ombre, mais il n'empêche que Zaloujny ne s'est jamais présenté aux élections, et on n'est pas sûr que dans un véritable cadre d'élection, il serait capable de proposer un véritable programme politique qui pourrait séduire les Ukrainiens. Après, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les élections aujourd'hui se font vraiment via des programmes, des idées et des débats euh, aussi bien en Europe, aux États-Unis que dans le monde? Je pense que ça c'est plutôt à travers de la communication et des réseaux sociaux, mais il n'empêche que la question peut se poser. Et la deuxième personne qui arrive dans le classement, c'est bien sûr Volodymyr Zelensky, qui, lui, on ne sait pas d'ailleurs s'il a envie de se représenter aux élections. Quand on voit la fatigue sur son visage après 3 ans de guerre, on peut se poser la question s'il aurait envie de se représenter. Mais moi, je pense à titre personnel que quand on est au pouvoir, on aime le pouvoir et on a envie de garder le pouvoir. D'où le fait que Montesquieu a mis en place des contre-pouvoirs, parce qu'il disait le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. D'où le fait que c'est très bien qu'il y ait des contre-pouvoirs en politique, et que c'est très bien qu'il y ait des contre-pouvoirs, même si amoindri en période de guerre en Ukraine, avec quand même la Rada, donc le Parlement ukrainien, qui a toujours un contrôle, certes imparfait en temps de guerre, mais toujours existant sur le président, et peut, dans une certaine mesure, opposer certaines de ses décisions, et doit aussi, bien sûr, composer avec le président, que ce soit pour la nomination des chefs militaires, le budget de l'armée, mais aussi tout simplement la signature de certains traités. Et on le voit actuellement avec des véritables débats qui est actuellement au sein du Parlement ukrainien, avec notamment l'âge de la mobilisation qui pose un vrai problème et un vrai débat au sein de la société ukrainienne. On voit que, mine de rien, l'Ukraine continue à fonctionner en tant que société libre et démocratique, où la Rada, qui, je le rappelle, a été élue par le peuple, a toujours son mot à dire, et du coup exerce une forme de contre-pouvoir par rapport à celui de Zelensky. Tout ça pour dire que Zelensky arrive en deuxième position, et si Valéry Zaloujny ne se présente pas, parce qu'on ne sait pas, comme on l'a dit, s'il va se présenter, c'est lui qui gagne les élections de toute manière. Et après, on voit d'autres figures de l'ancien monde politique ukrainien se présenter. Il y a des gens comme Poroshenko, ancien président de l'Ukraine après Maïdan, et aussi oligarque, qui se présente, mais il est quand même très bas dans les intentions de vote. Pareil pour Timoshenko, l'égérie de la révolution orange, qui est aussi très bas. Même Yuri Boyko, ancien candidat pro-russe du Donbass, qui est une forme de continuation dans une certaine mesure d'une personne comme Medvedchuk, donc à savoir présenter les intérêts russes. Donc lui, par contre, il a vraiment aucune chance de se faire élire à aucun moment. Et on voit aussi, par exemple, des figures d'extrême droite, comme Biletsky, qui est le chef d'Azov et de la 3e brigade, qui fait 3%. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'extrême droite en Ukraine ne fait pas vraiment recette, parce que l'extrême droite n'a vraiment jamais dépassé 3% aux élections. Donc, ça remet un peu aussi en question le narratif russe sur les NAZI en Ukraine, étant donné que, bon, bah, les mecs d'extrême droite, je dis pas que Azov est NAZI, mais en tout cas bien d'extrême droite, bien nationaliste. Donc on voit que même l'extrême droite un peu calme ne fait même pas 3% aux élections, donc c'est intéressant. Donc tout ça pour dire que on a des problèmes pour organiser des élections, que même si on organisait ces élections, les Russes s'attaqueraient de toute manière au processus démocratique en Ukraine en disant qu'il n'est pas équitable. Et d'ailleurs, ils auraient raison, parce que il y a 3 catégories de personnes qui peuvent pas voter, à savoir bien sûr les réfugiés, les soldats et les personnes sous occupation.
Et de toute manière, même s'il y avait des élections, c'est probablement Zelensky qui les remporterait, parce qu'il est important de préciser qu'il y a un sondage qui est sorti en janvier 2025 qui montrait que Zelensky avait toujours 52% de la confiance des Ukrainiens, ce qui est une nette baisse par rapport à 2024. En 2024, il était à 73%, mais 52%, c'est toujours un bon chiffre, donc c'est toujours positif pour le pouvoir. Est-ce que dans un an, il aura encore cette cote de popularité? Moi, à titre personnel, j'en suis vraiment pas sûr. Surtout que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette cote de popularité varie vraiment en fonction des régions d'Ukraine. Il est à 60% en Ukraine de l'Ouest où il n'y a pas trop de combats. Il est à 50% au centre de l'Ukraine où quand même le pays est plus touché. Et il a 43% de confiance dans l'Est de l'Ukraine et dans le Sud de l'Ukraine qui sont vraiment les oblasts qui sont touchés par la guerre. Donc aussi, c'est important de le voir de manière plutôt fédérale avec ce sondage qui varie en fonction des régions. Mais après 3 ans de guerre et après être au pouvoir depuis 2019, ça reste un chiffre pas désagréable et qui ferait pâlir de jalousie certains de nos politiques en Europe. Par exemple, typiquement, Donald Trump qui est au pouvoir seulement depuis 3 jours et a 49% d'avis favorables. Donc même Donald Trump qui a eu une bonne victoire aux élections n'a pas la même cote de popularité que celle de Zelensky. Il est important de préciser que Zelensky, avant la guerre, avait une cote de popularité catastrophique de 30-35%, si je me rappelle bien. Puis il a monté à 80% au début de la guerre, puis c'est un peu redescendu, et maintenant on est à 52%. Donc voilà, tout ça pour dire que les élections en Ukraine vont être très compliquées. D'ailleurs, la Rada l'a accepté. La Rada a accepté et a signé de ne pas organiser d'élections avant la fin des hostilités et surtout, et donc ça c'est aussi un des autres problèmes que je pourrais évoquer dans une autre vidéo, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures en Ukraine qui ont été détruites et du coup comment est-ce qu'on organise des élections dans un pays qui a été détruit avec les bureaux de vote qui ont été détruits, qui plus est si les élections ont lieu à un jour précis, attendez-vous à ce que les Russes commencent à bombarder les centres de vote pour faire un maximum de victimes ou pour décourager les personnes à aller voter et du coup encore une fois, essayer de décrédibiliser le poids du peuple dans ces élections. Et c'est pour ça que la Rada a signé qu'il y aura des élections en Ukraine seulement 6 mois après la fin des hostilités, une démobilisation et aussi des solutions à trouver pour les réfugiés, en prenant en compte que sûrement aucune solution ne sera trouvée pour les personnes qui sont sous occupation russe et qui ont la citoyenneté ukrainienne, étant donné qu'ils sont sous oppression et qui ne pourront en aucun cas voter, étant donné que les Russes les forcent aussi à prendre la nationalité russe. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires, mettre des likes et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.